Aujourd'hui, donc, le webinaire sera animé par Erwan Benoît, qui est notre médiateur administratif, Emmanuel Juigné et moi-même. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit en direct ou soit dans le canal de conversation. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré. Donc, au programme de ce jour, donc nous allons voir le service de la médiation administrative. Et côté allocataire, Emmanuel vous présentera les nouveaux barèmes à avril. Un petit message sur le mot de passe, sur le compte CAF. On fera un petit focus aussi sur la téléprocédure des loyers pour les bailleurs et sur le CDAP, et on finira par les chiffres du mois. Donc, je vais laisser Erwan vous présenter la médiation administrative. Bonjour à toutes et tous, donc Erwan Benoît, je suis médiateur administratif à la CAF de Loire-Atlantique depuis 2019. Alors, la médiation administrative, c'est quoi? Alors d'abord, la fonction administrative, c'est une fonction qui est inscrite dans la loi. Donc, c'est une loi que vous connaissez, en fait, parce que c'est la loi ESSOC, c'est la loi qui instaure notamment le droit à l'erreur. Donc, elle est surtout connue pour ça, mais elle consacre aussi la fonction de médiateur comme constitutif du renouvellement de la relation de service. Dans le sens où, en fait, la médiation administrative, ça ne consiste pas simplement à résoudre les litiges de manière amiable, mais aussi de participer à l'amélioration de la qualité de service à travers les situations qui sont présentées par les requérants. Alors, dans quel cas, la médiation administrative, donc c'est quoi? Donc j'en ai parlé déjà très brièvement, mais ça consiste à résoudre de manière amiable les litiges entre les requérants, les allocataires donc, et la caisse d'allocation familiale, et aussi de restaurer le dialogue, puisque bien souvent s'il y a litige, conflit, il y a aussi des crispations, notamment côté allocataire, et qui font que des fois, en fait, les allocataires donc ont une vision de la CAF qui les amène en fait à avoir une sorte de défiance, et donc la médiation administrative participe aussi à ça, à restaurer ce dialogue. Donc alors dans quel cas? Donc c'est lorsque l'allocataire persiste dans son mécontentement, fait face à un désaccord avec une décision de la CAF ou rencontre un blocage administratif. Alors ces éléments-là, ils sont importants en fait parce que la médiation administrative, elle ne se déclenche que lorsqu'il y a qu'après une démarche préalable de l'allocataire. La démarche préalable, en fait, c'est ce qui consiste en la réclamation. On prend un premier contact avec l'organisme. Et donc, c'est pour ça que la médiation administrative, en fait, ne peut se déclencher qu'à l'issue d'une première réclamation formulée par l'allocataire. Ouais. Désolé. Ah, non. OK. Donc, alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc, différentes étapes, donc sous forme d'un petit schéma. Alors, au milieu, une information très importante, c'est que la saisine de la médiation administrative, elle suspend les délais pour exercer un recours auprès donc, de la CRA, donc commission de recours amiable, ou d'une autre juridiction, tribunal administratif ou tribunal judiciaire. C'est une prérogative très importante, en fait, pour les médiateurs administratifs. C'est par exemple une prérogative que n'ont pas les défenseurs des droits. J'imagine que vous connaissez cette instance. Le défenseur des droits, lorsqu'il est saisi par un allocataire, un requérant, son action ne suspend pas les voies de recours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important dans le cadre de la médiation administrative, cette suspension des délais de recours. Ce qui fait que le temps que dure la médiation, ça dure le temps que ça dure. Dans l'hypothèse, arrivé à l'issue de la médiation, finalement, le problème reste entier et il n'y a plus qu'une seule voie derrière, c'est la voie du judiciaire. Eh bien, en fait, le tribunal ne pourra pas opposer les délais de recours à l'allocataire. Voilà. Donc, moi, je suis situé donc, au deuxième niveau, comme vous le voyez sur ce graphique, donc après la réclamation. Pour autant, il y a des interactions, en fait, à plusieurs, voilà, dans pas tout à fait tous les sens, mais presque, qui m'offrent, en fait, moi, en tant que médiateur, plusieurs possibilités d'interagir, en fait, entre la contestation, le tribunal, la médiation, l'allocataire. Voilà, ça reste encore très ouvert. C'est le principe de la médiation, c'est justement d'être
dans quelque chose de justement ouvert pour permettre à l'allocataire d'arriver jusqu'au bout en fait de sa démarche. Il m'est arrivé, par exemple, d'être saisi par le service juridique de la CAF de Loire-Atlantique, qui était déjà en fait convoqué au tribunal et pour autant qui a estimé qu'en fait une voie intermédiaire, une voie à l'amiable pouvait s'inscrire en fait avant de se retrouver au tribunal. Donc ça, c'est le but ultime finalement aussi de la médiation, c'est d'éviter que le contentieux d'origine termine au tribunal, parce que là, c'est perdant pour tout le monde, c'est perdant pour l'allocataire parce que la démarche est longue et j'allais dire hasardeuse, mais généralement, à 95%, en fait, les allocataires, ils perdent au tribunal. Donc, bon, voilà, c'est une démarche qui va être longue pour eux et en plus, dans laquelle il n'y aura pas de succès et qui finalement ne va pas arranger la situation parce que la crispation entre l'allocataire et l'institution, elle sera toujours là. Et pour le tribunal, sachant qu'effectivement, comme je vous disais, les affaires sont perdues à 95%, en fait, pour le tribunal, c'est du temps de travail aussi et pour des situations qui finalement ne se résolvent pas à ce stade-là. Ça va pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, je demandais, est-ce que la médiation est payante? Ah, pardon, une question peut-être? Oui, bonjour, je demandais si la médiation était payante. Alors non, la médiation, c'est un des services de la CAF. Donc, non, tout allocataire peut saisir la médiation administrative et c'est une démarche effectivement totalement gratuite. Ok, merci. D'autres questions peut-être à ce stade? Continue. Donc, on a vu rapidement ce qui relevait de la médiation et donc le pendant, c'est qu'est-ce qui ne relève pas de la médiation. Donc, c'est les litiges entre les particuliers et entre les parents. Donc là, effectivement, ça relève en fait d'une autre situation pour les litiges entre les parents, mais là, on parle plutôt de médiation familiale, et pour les litiges entre les particuliers, c'est de la médiation civile et c'est une autre instance. La liquidation des dossiers, alors liquidation, c'est le terme barbare un peu, en gros, c'est-à-dire que c'est le traitement des dossiers, en fait. Donc moi, en fait, pour garantir un peu mon indépendance vis-à-vis des allocataires et de l'image qu'ils peuvent avoir de la médiation administrative, je ne peux pas toucher au dossier allocataire. Je ne peux pas du tout interagir sur leur dossier. J'ai de la consultation, je peux faire de l'aide, des choses comme ça, mais je ne peux pas faire quoi que ce soit sur le dossier. Les demandes d'explication d'ordre administratif, ça renvoie en fait à une des premières slides que je vous ai présentées, c'est la démarche préalable. En première instance, si l'allocataire me saisit pour une demande d'explication, les services, on n'est pas à ce stade-là dans la médiation administrative. Les demandes visant à accélérer le traitement d'un dossier si le délai n'est pas anormal. Alors là, c'est un peu subjectif parce que c'est le anormal qui est subjectif. Anormal, qu'est-ce que ça veut dire? Les délais de traitement de la CAF peuvent être variables en fonction du moment de l'année. Donc, ce qui est anormal à un moment ne l'est plus à un autre moment. Donc, ça, c'est toujours un petit peu subjectif, ce qui fait que moi, je me rapproche des services pour savoir quels sont leurs délais et à quel moment, là, c'est une appréciation de ma part, à quel moment je vais évaluer que le délai de traitement est anormal. Mais d'une manière générale, je ne peux pas être une boîte de contournement. Ça, c'est des délais, parce que sinon, en fait, toutes les demandes convergeraient vers moi et je ne pourrais plus véritablement travailler. Et les courriers à caractère politique. Alors, courrier à caractère politique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les courriers qui, par exemple, remettent en cause la législation. Les courriers dans lesquels on va avoir des considérations malheureusement racistes, par exemple, des choses comme ça. Donc là, ça ne relève pas de la médiation administrative parce que moi, comme en fait, je vous l'ai expliqué au début, moi j'agis en neutralité. Et donc à partir du moment où je suis pris à partie, je ne suis plus neutre. Et donc c'est plus ma partie, c'est plus à moi de répondre. Dans ces cas-là, ces courriers politiques sont pris en charge par la direction et qui va du coup se charger de la réponse. Voilà, donc ça c'est ce qui ne relève pas de la médiation.
Alors, qui peut me saisir? Bon, bah, l'allocataire lui-même, évidemment, ou son représentant légal, son tuteur, par exemple, tuteur, curateur. Le défenseur des droits, donc c'est une instance dont j'avais parlé précédemment, donc le défenseur des droits, à travers ses délégués départementaux, donc il y a 7 ou 8 délégués départementaux, je crois, sur le département, qui sont répartis géographiquement. Donc les demandes, en fait, sont centralisées au niveau national, qui ensuite, le défenseur des droits, enfin le pôle national défenseur des droits redistribue les demandes vers ses délégués départementaux. Et il y a eu, en fait, une convention globale en fait entre le défenseur des droits et les organismes de sécurité sociale qui font qu'ils ont en fait une entrée privilégiée. Et l'entrée privilégiée, c'est à travers mon intermédiaire, justement, les médiateurs administratifs qui sont présents dans les cas, qui permet en fait d'avoir une relation assez proche. Et l'idée derrière aussi, c'est une volonté un peu de fluidifier les rapports et d'avoir des réponses relativement rapides. Des demandes qui émanent aussi de l'État à travers ses représentants, donc préfet, ministère, présidence de la République. Donc il y a des services sociaux en fait dans toutes ces représentations-là qui sont saisis par les citoyens. Et à travers ça, donc des allocataires évidemment, et qui formulent leurs demandes parfois, font part de leur grief directement à ces instances-là, mais qui ensuite sont redistribués vers les médiateurs de la CAF, des CAF, pour apporter des réponses. À l'étage du dessous, donc les élus, la représentation locale à travers les députés, conseil départemental, maire. Donc c'est aussi des instances qui peuvent saisir le médiateur administratif. C'est relativement rare, même très rare. Donc le médiateur de la CNAF, donc Caisse nationale d'allocation familiale, parce que à l'instar des défenseurs des droits, il y a une structuration nationale de la médiation administrative avec un pôle national à la Caisse nationale d'allocation familiale, donc qui est constituée d'une médiatrice nationale, donc, Christelle Dubos, qui a été nommée il y a 2 ans, et qui est entourée de 3 collaboratrices. Donc elles sont chargées de récupérer en fait elles aussi un certain nombre de dossiers, et ensuite soit on est sur un traitement plus à caractère national, ou quand on décèle par exemple un trou dans la raquette législative qui fait que des allocataires se retrouvent dans une sorte de flou. C'est plutôt à ce stade-là que ça se résout. Et sinon, les demandes sont redescendues vers les caisses locales. Et la CAF elle-même à travers notamment les travailleurs sociaux, puisque entre le travail social et la médiation administrative, on se retrouve parfois sur les mêmes sujets. Alors, on n'arrive pas par le même chemin, donc à travers les voies sociales, les travailleurs sociaux, évidemment, donc qui va en fait supporter les allocataires dans leur démarche, mais à travers plutôt un regard autour de la précarité ou des situations sociales un peu plus tendues. Et la médiation administrative, elle va se retrouver parfois sur le même chemin, parce que c'est malheureusement souvent ces mêmes publics qui sont en difficulté aussi pour faire valoir leurs droits, ou pour résoudre des problématiques liées à des trop-perçus ou des choses comme ça. Donc on se retrouve bien souvent sur les mêmes situations, mais via un chemin différent. Ça va toujours? Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Je poursuis. Alors, comment saisir le médiateur administratif de la CAF? Donc, il y a une petite mention qui ne devrait pas être là, voilà, bon, c'est pas grave. Et bien par tout moyen, en fait. Parce que la médiation administrative, dans médiation, il y a un média, donc ça veut dire effectivement que tous les moyens seront pour me contacter, mais 2 moyens privilégiés. La téléprocédure médiation, donc c'est un nouveau mode de contact qui est offert aux allocataires en Loire-Atlantique. La CAF de Loire-Atlantique est expérimentatrice en fait sur ces nouveaux modes de contact. Donc téléprocédure via la rubrique Mon compte sur le CAF.fr. Donc chaque allocataire peut saisir la médiation administrative à travers cette interface-là. Au préalable, il va devoir remplir un petit questionnaire d'éligibilité. Donc ça renvoie à ce que je vous précisais au début, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une démarche préalable. Donc on va l'allocataire va être interrogé à travers ce petit questionnaire si
Est-ce qu'il a oui ou non fait une démarche préalable? Si c'est oui, c'était quand? Si sa démarche préalable, c'est la veille, bon, c'est pas suffisant pour saisir la médiation administrative. Voilà, c'est des petites questions comme ça qui vont lui être posées. Ça, c'est donc accessible via le compte CAF.fr sur les pages locales. Sur les pages locales, toujours mon adresse mail. Donc, c'est pas mon adresse personnelle, c'est l'adresse de la médiation administrative, et aussi très accessible sur le CAF.fr. Et bien évidemment, les saisines se font aussi par courrier papier. Pas de saisine par téléphone. Le numéro de téléphone n'est pas accessible au public. Parce que, comme je le précisais auparavant, je ne suis pas une voie de contournement. Et si je laisse mon numéro de téléphone public accessible, eh ben, je vais en devenir une et je ne pourrai plus travailler. Parce que, voilà. Et bien évidemment, toutes ces demandes-là, en fait, parce que voilà, c'est pas parce que est précisé à l'allocataire qu'il doit faire une démarche préalable, qu'il n'est pas non plus engagé une démarche contentieuse sur le même motif auprès d'une autre instance, parce que ben là, évidemment, si on est dans une démarche contentieuse, on est dans la contestation. Si c'est de la contestation, ça n'est plus amiable, et donc, du coup, ça n'est plus de la médiation administrative. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je redispatche les demandes vers les services appropriés. Donc, on mettra l'adresse de la médiation sur le PowerPoint. Oui, tout à fait. Donc, on vous mettra l'adresse, hein, sans problème. La téléprocédure, en fait, elle est accessible que aux allocataires. En revanche, la boîte mail médiation, elle est accessible à tout le monde, allocataires, partenaires. Donc, c'est effectivement, ça, en revanche, c'est totalement ouvert. Donc, vous pouvez même le diffuser, hein, c'est pas un problème du tout. Je poursuis. Alors, mon rôle. Donc, je travaille en toute confidentialité, je suis neutre vis-à-vis des deux parties. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que je ne suis pas l'avocat de la CAF, je ne suis pas l'avocat de l'allocataire non plus. Moi, j'essaie de trouver une voie médiane, en fait, l'idée, c'est de résoudre le litige, mais toujours dans un cadre réglementaire. Le médiateur, il n'a aucun pouvoir de dérogation. Je fais des propositions, je soumets mes suggestions, mes recommandations, mais in fine, c'est bien le service qui décide si, effectivement, c'est bien conforme à la réglementation, parce que le service, lui, non plus, n'a pas de pouvoir de dérogation. Avec qui, bien évidemment, avec tous les services de la CAF et les partenaires institutionnels de la CAF aussi, donc CPAM, Pôle emploi, CARSAT, parce que donc, le rôle de la médiation administrative étant transcrite dans la loi, elle s'applique à tous, et donc pas nécessairement à la CAF, mais il y a aussi un médiateur administratif dans les CPAM, dans les CARSAT, dans tous les organismes de sécurité sociale. Et aussi les médiateurs des autres CAF qui sont constitués en réseau. Donc, on a un réseau national qui est bien utile parce que la médiation administrative, bien souvent, nous sont soumis des cas finalement, qui n'ont pas trouvé leur voie de résolution normale. Donc, c'est toujours des cas très, très, très particuliers, parfois tellement particuliers qu'on ne sait pas trop par quel bout les prendre. Mais il se trouve que, bon, voilà, il y a 101 CAF en France. Il y a bien un médiateur d'une CAF qui s'est retrouvé confronté à un moment donné à cette situation-là. Et ce réseau-là, en fait, nous permet finalement d'aller plus vite dans nos démarches de recherche. Donc, on n'est pas isolé. Moi, je suis le seul médiateur administratif de la CAF de Loire-Atlantique, mais en revanche, je ne suis pas isolé, en fait, dans mon activité. Alors, en chiffres, ça dit quoi? En chiffres, donc, deux chiffres importants, c'est le nombre de médiations ouvertes. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup plus de sollicitations. Là, c'est les sollicitations vraiment pour lesquelles j'ai accusé réception de la demande, évalué si elle était recevable ou pas. Et sur ces demandes recevables véritablement et sur lesquelles j'ai eu une action en médiation, donc là, ce sont les médiations ouvertes, donc 328 sur l'année. Un délai, donc le délai de prise en charge. Donc en fait, c'est un des seuls éléments qui m'est opposable. Je dois accuser de la recevabilité de la demande de l'allocataire dans un délai inférieur à 10 jours. C'est ce qui est prévu par la loi SOC. Voilà, moi, je satisfais à ce délai. Et effectivement, ensuite, comme vous voyez, il y a eu quelques éléments. Alors, s'il y a un autre point important, c'est trois dossiers qui ont fait l'objet de recommandations auprès de la CAF. Alors, même si c'est allé plus loin, parce que c'est allé même à un étage supérieur, auprès de la Caisse nationale d'allocation familiale, sur à la fois
des éléments législatifs ou réglementaires qui voient leur application parfois en fait avoir un effet finalement qui ne produit pas l'effet escompté finalement pour les locataires. Alors je vais prendre un exemple. Une situation d'un jeune salarié, apprenti, bénéficiaire de la prime d'activité. Dans ce cas-là, la réglementation prévoit qu'il faut un minimum d'activité. Pour simplifier, 900 € par mois. Cette activité-là doit être satisfaite chaque mois du trimestre pour calculer les droits de l'allocataire. En fait, il a eu un accident de travail. Son entreprise a convenu d'une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie qui a amené à une subrogation de la partie perte de salaire par l'assurance maladie. Et dans sa situation, en fait, son arrêt de travail lui a fait perdre un peu de rémunération. Il est passé en dessous de la barrière le seuil des 900 € et la subrogation a été mise en place tardivement par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce qui fait que les effets en fait combinés de sa perte d'activité, perte de salaire et subrogation tardive a fait qu'en fait, sur les mois sur le montant minimum requis par mois d'activité pour bénéficier de la prime d'activité n'a pas été atteint. Et le préjudice pour l'allocataire, c'est que pendant les 3 mois suivants, il n'a pas eu le droit à la prime d'activité, alors qu'il a subi 2 préjudices consécutifs, à la fois l'accident de travail, la perte de salaire, et en plus la subrogation qui s'est mise en place tardivement. Donc là, en fait, considérant que l'application stricte de la réglementation avait un effet préjudiciable pour l'allocataire, donc c'est une demande en fait que j'ai fait remonter à la fois ici auprès des services, mais même qui est remontée ensuite par la suite auprès de la CNAF, pour trouver une solution en fait à ces situations-là, pour que l'application stricte de la réglementation n'amène pas en fait à des situations préjudiciables pour les allocataires. Voilà, c'était un exemple de situation qui peuvent être remontées auprès à la fois et des services en interne, mais aussi au niveau national. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc, sur les 328 médiations ouvertes en 2023, donc 100 décisions maintenues, 180 décisions maintenues, pardon. Alors ça, en fait, ça traduit l'activité principale du médiateur, en fait, finalement, qui est de faire de la pédagogie. Parce que bien souvent, effectivement, le traitement du dossier, il a été correct par les services de la CAF, mais le résultat n'est pas soit accepté par l'allocataire, soit pas compris. Et c'est souvent pas compris, ça c'est un reproche assez récurrent sur les notifications, les explications qui sont données par les services de la CAF. C'est que voilà, les explications ne sont pas satisfaisantes pour le locataire, sont souvent incomprises. Donc l'activité principale, mon activité principale, c'est faire de la pédagogie. Je réexplique ce qui a déjà été expliqué à le locataire, mais qui n'a pas été compris. Parce que effectivement, malheureusement, effectivement, c'est un sujet récurrent. Les notifications de la CAF sont souvent obscures pour bon nombre de nos allocataires. 140 décisions révisées. Donc, révisées positivement ou négativement, ça peut arriver parfois. Mais généralement, c'est des rappels, des rappels de droit qui ont suivi en fait justement ces médiations-là. Donc, rappel de droit ou annulation de trop perçus ou parfois création de trop perçus. Donc, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Parce que bien évidemment, lorsque moi je fais une médiation, je demande à l'allocataire tous les éléments nécessaires justement à progresser dans cette médiation. Et parfois, certains éléments n'étaient pas connus au dossier, dont je ne peux pas ignorer l'existence, amènent parfois à des trop perçus. Donc là, bon, c'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé quand même. Voilà, c'est fini pour moi. Si vous avez des questions, si c'était clair pour vous, c'est un bon. Est-ce que cela vous convient? N'hésitez pas à faire vos retours. Bon, écoutez, très bien. Donc, merci Erwan. Merci pour votre attention. À bientôt. Donc, on va passer aux informations. Donc, côté allocataire, Emmanuel va vous présenter. Donc, en commençant par le renouvellement des barèmes. Je lui laisse la parole.
Bien, bonjour, donc Emmanuel Juniet, je suis chargé de la relation partenariale au pôle du même nom. Donc on va commencer donc par le renouvellement des barèmes. Donc comme chaque année, à compter du 1er avril 2024, les barèmes vont être revalorisés pour certaines prestations, pas toutes, à hauteur de 4,6%. Donc ça concerne La hache. donc il y a l'AAH, donc l'AEH, donc l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé. Il y a le mode de garde, le complément de mode de garde, le CMG. Il y a la prépare, donc qui concerne les congés parentaux, si on peut les appeler encore comme ça. Il y a la prime d'activité. Et enfin, il y a le RSA. Donc toutes ces prestations vont être revalorisées à compter du 1er avril, donc avec le versement qui aura lieu début mai. Alors, concernant donc le renforcement du mot de passe, donc suite à plusieurs attaques informatiques qui ont eu lieu sur plusieurs sites, et afin de protéger les données de nos allocataires, plusieurs solutions sont mises en place. Donc maintenant, le mot de passe, il doit comporter 10 caractères au lieu de 8 précédemment. Donc, et ça se fait lors de la connexion à mon compte. Alors, entre le 22 février et le 7 mars, les allocataires ont été incités à modifier leur mot de passe juste avant leur connexion à mon compte sur le site CAF.fr et sur leur appli mobile. Désormais, le changement de mot de passe s'effectue par le parcours mot de passe oublié afin que le changement soit sécurisé. Envoi du code sécurisé à 6 chiffres par SMS, mail ou courrier au choix de l'allocataire. Et depuis le 8 mars, ils sont obligatoirement dirigés sur le parcours mot de passe oublié si le dernier changement a eu lieu avant le 15 février. Est-ce que ça vous convient? C'est clair? Oui. C'est bon pour tout le monde? Très bien, merci. Merci. Donc voilà, donc quand on arrive donc sur CAF.fr, donc je reprends les informations comme ce que je viens de vous dire, donc incitation entre le 22 février et le 7 mars et une obligation donc depuis le 8 mars, donc qui apparaît sur le cadre à droite. Excusez-moi, Oui. je me permets d'intervenir. Du coup, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. J'ai les personnes sous curatelle qui ont toujours beaucoup de difficultés avec les mots de passe, en fait. Même moi, j'essaye de me connecter à leur compte, c'est toujours un peu laborieux. Même nouveau mot de passe, c'est même quand on reçoit un code, enfin, on ne sait jamais par quel biais passer. Enfin, je trouve que c'est jamais clair. Quand vous faites mot de passe oublié, c'est ça? Oui, enfin, la dernière fois, j'ai fait mot de passe, enfin, j'avais tapé le numéro de sécurité sociale, je crois, enfin, mot de passe oublié, j'ai tapé la vérification de sécurité, et puis, je ne sais pas si ça a été reçu par courrier ou pas, mais enfin, et quand j'ai reçu le courrier, ça ne fonctionnait pas. Alors souvent, j'abandonne, en fait. Et là, je vois que j'ai un majeur qui vient de me redemander est-ce que vous avez changé mon mot de passe? Donc, je me dis que je vais devoir m'y coller, parce qu'ils ont accès. Ils doivent avoir accès à leur en curatelle. Et puis, même, on m'a dit que pour les déclarations RSA, ça pouvait se faire par leur espace client. Enfin, je ne sais pas si on peut dire, mais leur espace, en tout cas. Et j'ai essayé de me connecter pour une autre personne. J'ai jamais réussi. Donc, est-ce que la personne ne change pas son mot de passe? non, elle accède. Alors, autant je pense que oui, autant l'autre personne, elle fait rien sur son espace client. Là, c'était par simplicité. Oui. Je me disais qu'au lieu d'envoyer le papier, j'aurais pu faire la déclaration RSA directement sur son espace. Mais alors, j'ai essayé d'appeler les collègues de la CAF de Nantes. Oui. Et ils savent pas trop, ils savent pas m'en dire plus ou m'envoyer directement les codes. Ce qu'on peut faire, c'est renvoyer éventuellement le code, si
mais c'est par courrier ou par, sur l'espace cap.fr s'il y a un compte a été créé, mais derrière, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, malheureusement. Je réessayerai, puis je vous recontacterai. Oui, d'accord. Y a-t-il d'autres questions, d'autres retours? Très bien. Donc ensuite, la campagne des loyers 2023, donc au sujet donc, des télédéclarations des loyers de juillet 2023. Donc la campagne se termine au 31 mars 2024. Et pour rappel, le montant du loyer de juillet 2023 est obligatoire pour le calcul du droit à l'aide au logement des locataires au 1er janvier de l'année suivante. Et si on n'a pas ce document, le droit ne se calcule pas. Et on a beaucoup de mails qui nous interpellent justement parce que les droits ne sont pas valorisés, parce qu'il manque justement ce loyer de juillet 2023 pour calculer les droits à janvier 2024. Pour information, donc le taux de télédéclaration donc en Loire-Atlantique est de 71,28% au 20. Alors, sur mon compte partenaire, ça, il faut le souligner. Donc, mon compte partenaire, offre bailleur. Donc, là, pour la campagne 2023, donc le taux de télédéclaration est, comme mon collègue vous l'indique, de 71,28 au 27 mars. Par contre, le nombre total de télédéclarations en 444, il est de 95%. Et il est vrai que donc, davantage de bailleurs ont utilisé l'offre bailleur sur mon compte partenaire pour la campagne 2023, d'où le chiffre de 71,28 qui augmente en fait chaque année. Et donc la CAF elle doit continuer à développer cette offre auprès de tous les bailleurs afin de pouvoir également accéder à d'autres fonctionnalités, où on peut enregistrer le départ d'un locataire, la modification du nombre de colocataires s'il y a de la colocation, le décès d'un locataire, etc. Donc il y a pas mal de dispositions sur mon compte partenaire pour les bailleurs. Donc, c'est important qu'ils puissent y aller. Et surtout, télédéclarer les loyers de juillet, chaque année. Et pour ça, ils sont avertis au préalable, bien entendu. Des questions sur ce thème? Très bien. Donc, alors, sur CDAP, donc CDAP, pour rappel, c'est la consultation des données allocataires par les partenaires. Donc, la nouvelle offre aux tuteurs. Donc, il y a une nouvelle offre qui sera prochainement proposée dans l'espace partenaire du site CAF.fr à destination des tuteurs moraux. Et donc, elle va permettre aux tuteurs moraux de consulter le compte CAF de l'allocataire et de réaliser certaines démarches. Pour les tutelles et curatelles renforcées et les jugements d'habilitation familiale, le tuteur moral pourra accomplir certaines démarches au nom de l'allocataire. Et pour les autres mesures de protection, par exemple la mesure d'accompagnement judiciaire, les tuteurs peuvent consulter le dossier de leur protégé, mais seul l'allocataire peut accomplir ces démarches administratives. Là, dans ce cas-là, il ne peut que consulter le dossier, mais il ne peut pas faire des démarches à la place de l'allocataire. Alors, la nouvelle offre au tuteur, donc le contexte, c'est contrairement au tuteur physique, un tuteur moral gère un volume plus important de protégés. En effet, les associations tutélaires peuvent gérer au-delà d'une centaine de protégés. Je pense notamment, par exemple, à l'UDAF. Donc, on permet désormais au tuteur moral d'accéder à certaines démarches en ligne. Et donc, cette évolution, elle va permettre aux tuteurs moraux de pouvoir accéder à un module de recherche de son protégé, de visualiser les informations le concernant, de pouvoir transmettre un jugement de tutelle, de pouvoir mettre à jour les données bancaires, de pouvoir accéder au dossier du protégé afin d'effectuer les démarches suivantes en son nom. Donc, quelques démarches. Donc, la téléprocédure des déclarations de ressources annuelles, la déclaration trimestrielle pour l'allocation adulte handicapé et les éventuels changements de situation, sauf les coordonnées de contact de l'allocataire qui ne peuvent pas être modifiées. Et cette évolution, elle permet aussi de pouvoir ajouter un protégé dans son portefeuille et de nous transmettre derrière les justificatifs
que nous attendons. Donc, il y a une question. Qu'appelez-vous un tuteur moral? Et ben donc, c'est une association qui gère en fait les mesures de protection pour des allocataires, pour des personnes qui ne peuvent pas faire leur démarche eux-mêmes. Donc, c'est par exemple, on en a 4 principales, l'UDAF, la CRIFO, Confluence Sociale et l'ADIMP 44. Voilà, ça, ce sont les tuteurs moraux. D'autres questions? Merci. Ok, merci. Donc voilà sur quoi les tuteurs moraux vont pouvoir accéder une fois que ça sera mis en place. Donc lors de sa connexion à mon compte partenaire, le tuteur moral accède à l'écran d'accueil et cet écran permet de rechercher ou d'ajouter son protégé. Donc il faudra qu'il saisisse le NIR et le nom de son protégé et ensuite le tuteur n'a plus qu'à cliquer sur rechercher. Alors, pour faire un petit complément, aujourd'hui, tous les tuteurs moraux qui ont un accès, ils ont déjà accès à ces DAP avec un profil, le profil T9. Voilà. Donc, à partir, alors, en principe, cette évolution devrait arriver au mois de mai. Donc, au lieu de passer par consulter les dossiers, en fait, les tuteurs moraux auront maintenant une petite fenêtre avec tuteur moral. Voilà. Donc, en fait, c'est transparent, ils auront toujours les mêmes informations. Ils pourront faire un peu plus de choses, certes, mais ça ne changera pas la façon d'aller consulter en fait les dossiers de leurs protégés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Très bien. Très bien. Alors, en fait, on voulait vous faire quand même un rappel par rapport à l'utilisation de mon compte partenaire, CDAP. Suivant les profils, donc vous pouvez avoir accès à des informations concernant les allocataires que vous suivez. Donc, avant toute demande de renseignement écrite ou téléphonique au pôle de la relation partenariale, le partenaire doit impérativement consulter donc CDAP pour vérifier s'il peut trouver l'information qu'il cherche. Il peut également aller sur le compte de l'allocataire aussi, sur son compte, mon compte CAF. Et donc, si toutefois vous avez des difficultés de lecture, de compréhension du CDAP, surtout n'hésitez pas à nous faire la demande pour que l'on puisse vous faire une information ou une formation au sein de votre structure. Donc, c'est vraiment impératif et ça le deviendra de plus en plus. Car depuis quelque temps, avec voilà les comptes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, il y a eu quand même des comptes allocataires visités. Et donc, au niveau du RGPD, du secret professionnel, etc., nous avons eu dernièrement une lettre circulaire de la CNAF qui resserre un peu les renseignements et les conditions pour qu'on puisse transmettre les informations. Donc, je vous incite vivement à aller sur CDAP. Si toutefois, vous n'avez pas la consultation des données allocataires, je vous ai mis le questionnaire que vous pouvez compléter et le retourner à mon compte partenaire CAF 44. De façon à voir s'il y a possibilité de vous octroyer un accès déjà, si c'est compatible. Et puis si oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller visualiser les informations des personnes. Est-ce que c'est bon pour vous?
Pas de questions? D'accord. Donc, nous allons... Ah, il y a une petite question. Récemment, il m'est arrivé de vouloir contacter le service partenaire par téléphone pendant les horaires d'accueil, mais sans résultat. Les horaires ont-ils changé? Alors non, non, les horaires n'ont pas changé. Hein, c'est toujours du lundi après-midi de 13h30 à 16h et du mardi au vendredi, donc de 9h à midi et de 13h30 à 16h. Donc peut-être y avait-il beaucoup d'appels que vous n'avez pas réussi à nous joindre. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de partenaires, hein, et qu'on a peu de lignes. Peu de lignes. Donc c'est normal que ça soit difficile parfois de nous joindre. Alors en plus, c'est vrai que parfois, c'est vrai qu'il y a un maximum, enfin voilà, sur une tranche horaire, c'est vrai que ben voilà, il y a énormément d'appels et parfois c'est difficile d'accéder en fait à notre service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Nous sommes là pour ça. Donc voilà, donc pour finir, comme à chaque fois, hein, donc les délais de traitement, hein, donc les indicateurs locaux. Donc chaque semaine, hein, vous pouvez vérifier nos dates de délai de traitement. Donc là, actuellement, la CAF, hein, donc ça, ce sont les chiffres au 25 mars, oui. Donc, la CAF traite actuellement les courriels arrivés entre le 6 mars et le 11 mars. Hein, tout ce qui est demande RSA et AH, donc c'est les demandes arrivées entre le 13 mars et le 19 mars. Et toutes les autres demandes donc, sont le traitement pour les arrivées entre le 8 janvier et le 28 janvier. Hein. Donc, si effectivement, c'est vrai que parfois, vous pouvez trouver que le temps est un peu long pour le traitement d'un dossier, mais bon, inutile, si c'est une demande d'aide au logement adressée il y a 3 semaines, inutile de nous faire un message. Elle sera traitée donc voilà, en fait, dans les délais de traitement qui sont indiqués sur le CAF.fr. Voilà. Donc, il y a le lien de toute façon lorsque vous allez recevoir la présentation de ce webinaire. Hein, de toute façon, il y a les liens qui sont indiqués, qui sont mis. Voilà. Juste pour voilà, une petite info pour le prochain webinaire. Donc, celui-ci sera le 25 juin 2024. Hein. Ensuite, il y en aura un le 26 septembre et un le 26 novembre si déjà vous voulez les mettre sur vos agendas pour ne pas louper l'information. Donc, un petit message de notre... un petit message de notre service communication hein, qui nous dit que pour éviter les mails CAF dans les spams, hein, pensez à mettre dans votre carnet d'adresse contact@caf-loireatlantique.fr. Et puis, pour arriver également sur les pages locales, donc là, dans les pages locales du département, hein, du CAF.fr, vous tapez directement CAF Nantes Partenaire si cela peut aider, peut vous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Alors, avez-vous des questions, des interrogations? Non, pas de questions?
Bien, écoutez, donc, merci pour votre attention. Merci d'avoir été présent à ce webinaire. Donc, nous allons vous adresser cette présentation ainsi que l'enregistrement si vous voulez réécouter ce webinaire. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.